Alors, cette première table ronde, vous le voyez, nous sommes nombreux. De quoi parlons-nous? Elle porte un titre qui est assez ambitieux, Auvergne-Rhône-Alpes, pépite européenne de la santé. Et sans point d'interrogation, ce qui va nous permettre de gagner du temps, car c'est une question à laquelle on ne va pas essayer de répondre, puisque je crois qu'à travers tous les discours qu'on vient d'entendre, à travers tout ce que l'on sait tous, il est évident que oui, cette région est une région, enfin un territoire dans lequel il y a de l'excellence et un vrai dynamisme. C'est ce dont nous allons parler, et nous allons parler également du poids économique de ce secteur de la santé dans la région, à travers le prisme de ces 6 personnes qui ont eu la gentillesse de bien vouloir répondre à quelques questions et de participer à cette table ronde. Nous verrons aussi quelle est la visibilité, car on en a parlé, je leur ai demandé de me le dire, de la région, de la ville, la reconnaissance à un niveau européen, et c'est important parce que l'Europe compte 274 de ces régions, dont certaines ont des secteurs, sont très en pointe dans le secteur de la santé. Et puis pour finir, on va se demander aussi, parce que ça serait trop beau que tout soit parfait, quels sont les défis, les difficultés, les améliorations possibles que l'on peut apporter demain pour perdurer dans cette excellence. Je vous présente les intervenants rapidement avant de leur laisser la parole. Yannick Neuder, vous êtes vice-président de la région, délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche, à l'innovation et aux fonds européens. Et c'est là que ça nous intéresse. Et je tiens à préciser que vous êtes cardiologue de formation, praticien hospitalier, évidemment ça compte. Georges Kepenekian, je ne sais pas si je vais vous présenter, parce que je pense que c'est déjà fait. Voilà, je le redis quand même, vice-président de la métropole. Ce que je voudrais rajouter, alors premier adjoint au maire de Lyon, et ce que je voudrais rajouter, c'est que vous êtes aussi urologue et chirurgien, et ça compte. Véronique Trier-Lenoir, pardon, j'ai sauté une place. Vous êtes cancérologue, présidente du directoire du Cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes et conseillère régionale. Voilà, donc c'est avec ces 3 casquettes que vous intervenez aujourd'hui. Patrick Lévy, vous êtes tout au fond là-bas, pardon, je ne fais pas ça dans l'ordre. Patrick Lévy, président de l'université Grenoble-Alpes, praticien hospitalier, et vous, pneumologue. Et puis nous avons 2 représentants du monde économique, et c'est important. Messieurs, merci d'être là. Éric Lambert, vous êtes secrétaire général de Boehringer Ingelheim France. Juste en 2 mots, hein, Boehringer Ingelheim est un géant pharmaceutique allemand qui, vous les connaissez sans doute, figure parmi les 20 plus grandes entreprises de médicaments au monde, qui traitent de la santé humaine et de la santé animale, vous le direz bien mieux que moi tout à l'heure, et qui a, c'est important je pense, parce que ça va faire partie de ce que nous aurons à discuter ensemble, qui a acquis en 2017 Merial étant la branche santé animale de Sanofi, autrefois. Et puis François Misselli, vous êtes directeur général, vous, de Sofimac Innovation. Merci d'être là, parce que je crois que ce que vous avez à nous dire est assez intéressant aussi. Bien, pour démarrer, alors peut-être vous, Yannick Neuder, des éléments de contexte qui expliquent peut-être l'excellence de cet écosystème au niveau régional de la santé. Écoutez, bonjour à tous, très heureux de m'adresser à vous. Je crois que ça fonctionne, oui. De m'adresser à vous en tant que vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être redire quelques caractéristiques de cette région. Nous avons la chance d'être effectivement la 2e région de France en termes de taille, de superficie, de population, 8 millions d'habitants, mais la première région industrielle et sur la thématique d'une façon générale qui nous concerne cet après-midi, la 2e région en termes de santé au sens large. On a un écosystème particulièrement riche sur 3 aspects, je dirais, ça l'a été dit, tout d'abord par la densité et la qualité de son tissu d'enseignement supérieur, 340 000 étudiants répartis sur 3 académies, Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand, qui, les 3 sites académiques ont effectivement des labels d'excellence, des IDEX, des ICIT, et ces 3 labels ont tous une part importante sur le secteur de la santé, avec des composantes qui sont complémentaires, variables et complémentaires, puisque ce sera plutôt santé et mobilité en Auvergne, plutôt la biosanté sur Lyon et plutôt les medtech sur Grenoble. Fort de ce tissu d'enseignement supérieur important, un tissu de recherche particulièrement important, puisque nous pouvons nous positionner comme dans le top 5 des régions innovantes en Europe, et à peu près
45, 50 000 chercheurs avec les grands noms des centres de recherche qui sont impliqués sur notre région, type CEA, INSERM, CNRS, INRA, VetaGroSup et autres. Nous avons effectivement la chance d'avoir aussi des structures de santé bien élaborées, bien implantées, avec 4 CHU, ce qui est assez atypique pour une région, un certain nombre naturellement de centres hospitaliers autres, et puis un monde économique particulièrement important je ne vais pas peut-être plus détailler le monde économique, d'autres personnes le connaissent bien mieux que moi, mais cependant c'est important puisque c'est un secteur en forte évolution, c'est à peu près 150 000 salariés directs, indirects, avec des grands noms, avec des renommées mondiales, internationales, des sièges, mais aussi un gros tissu de PME, puisque 80% en gros des entreprises du MedTech sont des PME, et puis surtout des secteurs en très forte croissance, puisque dans les secteurs R&D, sur ces secteurs-là, on peut enregistrer plus de 80% d'augmentation de recrutement dans ces secteurs-là. Donc très vite, la région Auvergne-Rhône-Alpes, son président, son exécutif, a effectivement souhaité poursuivre l'engagement et aller encore plus loin sur le soutien que nous avons vis-à-vis de l'écosystème de recherche, l'enseignement supérieur et le monde économique, et on pourra l'illustrer dans le deuxième tour de table sur différents schémas, sur différentes aides financières particulièrement importantes, puisque c'est à peu près 120-130 millions d'euros qui sont destinés chaque année pour la recherche et ces domaines-là sur notre région, et puis de pouvoir être particulièrement bien placé à l'échelon européen, puisque nous sommes associés avec, dans le cadre des 4 moteurs, avec le Baden-Württemberg, la Lombardie, la Catalogne. Nous représentons 36 millions d'habitants, 10% du PIB, et nous sommes en lien naturellement sur des financements particulièrement importants, sur les fonds européens, les fonds de cohésion, les fonds FEDER, mais aussi très en avance sur les appels à projets de demain, Horizon Europe, et puis sur de l'interreg entre les différentes régions, comme vous avez signé qu'il y avait de nombreuses régions en Europe, sur notamment des projets où, globalement, Auvergne-Rhône-Alpes a été clairement reconnu comme chef de file de cette Smart Strategy Specialization sur la santé, la MedTech, et nous pouvons, avec d'autres partenaires européens, souvent nous coordonnons des plateformes de dimension européenne, notamment sur tout ce qui est MedTech, où effectivement nous sommes chefs de file pour pouvoir promouvoir le décloisonnement entre le milieu d'enseignement supérieur de recherche et le monde économique pour apporter davantage de santé à l'ensemble de notre région et d'une façon générale participer au rayonnement et à l'attractivité de notre belle région qui a la chance d'avoir une capitale européenne de dimension européenne, Lyon, et avec un bel équilibre géographique avec Clermont-Ferrand et Grenoble. Merci pour ces éléments de contexte. Alors vous m'avez donné oui, Georges Kepenekian, oui, mais je crois que tout le monde a de quoi parler. Vous m'avez donné le lien direct avec M. Kepenekian, à qui je voulais donner la parole juste après vous, parce que après la région, la métropole, il y a quand même, on a entendu ce que disait Yannick Neder à l'instant, on a une visibilité importante au niveau européen, et ça fait partie pour moi des mots-clés de cette table ronde, hein, l'excellence, l'Europe. Il y a un berceau, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est Lyon. Il y a un ancrage à Lyon. Est-ce que vous pouvez rapidement nous donner un tout petit peu, recontextualiser cette historique de manière assez rapide avant qu'on rentre dans le dur du sujet? Oui, c'est vraiment en quelques mots, mais moi je suis toujours très impressionné. Vous savez, le développement des entreprises, le développement économique ne vient jamais que par hasard. Il y a un ancrage fort dans l'histoire de ce territoire. Je parle de Lyon et de la métropole, bien sûr, mais on peut dire que de Rabelais à Claude Bernard, pour aller très vite, mais aussi de Bourgelat, qui va créer la première école vétérinaire du monde à Lyon, jusqu'à Lyon-Bérac, il y a un enchaînement extraordinaire qui nous amène vers une histoire et des acteurs qui, dans une formidable continuité, vont écrire l'histoire. J'aime rappeler que le professeur Jaboulet, en 1906, tente la première greffe au pied du coude d'une jeune fille urémique, un rein de chèvre. Il ne sait pas encore qu'il y a des anticorps d'espèce, mais l'idée est déjà là. Et ces éléments sont des éléments absolument fondateurs, d'abord de la médecine, mais aussi d'une vision beaucoup plus large
de ce que peuvent créer des acteurs. L'histoire de Lyon, c'est aussi l'histoire du rapport à la chimie, et l'histoire de la chimie, c'est l'histoire de la soie. On doit bien comprendre que la famille Gillet va d'abord passer à la teinture. C'est François Gillet qui va inventer le noir impérial, qui est un noir qui va lui permettre de faire fortune, et les Gillet vont créer ensuite toute une forme de chimie, vont d'ailleurs participer à créer l'école centrale de Lyon, et puis arriveront bien sûr l'autre grande saga des Merlieux, parce qu'Alain est là, mais c'est une histoire absolument extraordinaire qui part du local pour aller tout de suite aussi à la dimension internationale, ce qui est l'autre partie de l'histoire de notre cité. Donc je crois qu'il y a là une histoire forte, et très vite les collectivités, la ville, le Grand Lyon, la Courlie d'abord, et j'aimerais rappeler, puisque Michel Noir est dans la salle, que je l'ai vu tout à l'heure, j'aime rappeler que au cours de ces 30, pour ne pas remonter à plus loin, mais je pourrais dire les 40 dernières années, aucun maire, et je l'ai été 15 mois, je le rappelle, juste pour la blague, j'ai déjà dit à Gérard plusieurs fois qu'il aurait pu rester encore un peu, parce que c'était pas mal, mais bon, ça j'arrête la blague ici, vous ne lui rapporterez pas, donc aucun maire n'a déconstruit ce que son prédécesseur a fait. Et il y a un continuum extraordinaire dans ce territoire qui participe à la capitalisation, à cette continuité qui est un des points forts de notre territoire. Alors, fort de tout cela, on arrive aujourd'hui juste, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais j'en ai noté quelques-uns. Aujourd'hui, on a 1855 établissements de la filière sciences et vie recensés sur le territoire de la métropole de Lyon, j'inclus les hôpitaux bien entendu, 54 entreprises du secteur des sciences de la vie parmi les 500 premières entreprises du Rhône, et cela permet à 48 000, quasiment 49 000 collaborateurs qui travaillent dans 54 entreprises. C'est devenu une vraie force, et une force qui se développe et qui, on le dit, il faut le redire, même si Alain Merlieux a raison de nous alerter sur surtout ne pas s'endormir sur des acquis et penser que les choses sont définitives, sur l'innovation. Et l'innovation, c'est au fond ce qui, dans ce territoire, va amener collectivités, publiques, privées, entreprises, académiques, écoles, et aujourd'hui les hôpitaux, bien entendu. Tout cela réalise un écosystème. La force d'un écosystème, c'est de permettre à ce qu'il n'y ait pas une juxtaposition d'éléments, mais qu'au fond, le résultat soit supérieur à la somme arithmétique de chacune des parties. Donc là, vous nous parlez de manière générale de partenariat potentiel. On va peut-être y revenir tout à l'heure, parce que tous, quand on a préparé cette table ronde, avaient prononcé ce mot. Donc je pense que dans les défis que l'on abordera plus tard pour demain, pour que cet écosystème perdure, pour que ce poids économique reconnu en Europe, à l'international, perdure et voire s'améliore, il va falloir peut-être réfléchir avec vos prismes et vos excellences à vous, à ce que peuvent être les partenariats de demain. Véronique Trier-Lenoir, vous aviez à cœur, avant même d'intervenir sur cet écosystème, de nous parler de ces singularités que vous connaissez bien, que l'on définisse surtout un territoire de santé. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire pour nous? Oui, enfin, ce que je voudrais d'abord dire en matière de territoire de santé, c'est que tout le monde a parfaitement rappelé les grands atouts de cette région, qui sont des atouts en termes d'établissements sanitaires, de grandes universités, grandes écoles, d'industrie. Je crois que être une pépite européenne de la santé, c'est avoir des atouts et être un territoire d'excellence, mais c'est aussi jouer collectif. Je pense que nous avons bien joué collectif et que nous le jouons bien. Nous sommes capables en particulier d'avoir mis en place des réseaux thématiques. Je ne résiste pas à citer le réseau régional de cancérologie qui est représenté par le Cancéropôle et qui fédère l'ensemble des acteurs hospitaliers, de recherche, industriels et de la société sous le regard extraordinairement bienveillant des collectivités, que ce soit la collectivité régionale, que ce soit les grandes métropoles, dans une démarche, comme tu l'as très bien rappelé Georges,
qui a toujours transcendé les postures politiques, comme si, et je crois que c'est le cas, la dynamique de la santé dans cette région n'était ni de droite, ni de gauche, ni d'ailleurs, et qu'elle était simplement une volonté commune d'avancer, et tu l'as très bien dit, elle avance et elle ne déconstruit jamais ce que les prédécesseurs ont réalisé. Nous avons donc des grandes thématiques d'excellence, aussi bien à Lyon, mais aussi à Grenoble avec les nanotechnologies et aussi à Clermont-Ferrand avec la nutrition. Et nous sommes capables de les mettre en ordre de marche avec des réseaux thématiques et également avec les pôles de compétitivité. Lyon Biopôle, bien évidemment, mais aussi les pôles de compétitivité qui s'occupent de numérique, comme Minalogique, ou qui s'occupent d'environnement, comme Accéléral. Je voudrais redire à cette occasion que on n'a probablement pas suffisamment en tête quand on parle de santé qu'on couvre tout le champ de la transition économique et de l'environnement et tout celui du numérique. Alors, si on veut, me semble-t-il, aller plus loin dans cette vision régionale, il faut probablement qu'on soit plus conscient de l'écosystème européen. Juste un mot pour dire qu'un tiers du budget européen va directement aux 276 régions sous forme de cette politique de cohésion qu'a rappelé Yannick Noder. Et puisqu'il ne faut pas ronronner et qu'il ne faut pas forcément se faire de l'autocongratulation à longueur de table ronde, nous ne sommes possiblement pas en France, ni même en Auvergne-Rhône-Alpes, les meilleurs élèves s'agissant de la dynamique européenne, voire même, malgré les efforts prestigieux que fait Yannick Noder, sur la consommation des crédits européens. Nous sommes face à des landers allemands parfaitement bien organisés dans un système fédéral qui n'est pas le nôtre, et nous avons là un enjeu de complémentarité avec d'autres régions européennes, possiblement largement aussi bien organisées que nous, voire même mieux, pour aller répondre aux grands appels d'offres. Je crois qu'il y a donc cet enjeu de faire de notre pépite de la santé une vraie force européenne qu'elle n'est peut-être pas complètement actuellement. Yannick Noder disait d'ailleurs qu'on n'était pas forcément en première position, c'est pas le but, on n'est pas là pour donner des points et des positions. En revanche, j'entendais tout à l'heure ce que vous disiez, vous allez dans le même sens. Si je comprends bien, donc entre guillemets compléments, vous avez cité, vous pensez à la Catalogne, la Lombardie, le Baden-Württemberg, est-ce que ce sont ces régions dont vous parlez qui pourraient devenir des partenaires? Ça, ce sont les régions moteurs, ce sont les partenaires naturels. Enfin, je te laisserai parler. Il y a d'autres partenaires possibles. Il y a les régions transfrontalières, au premier rang desquelles la Suisse, bien évidemment. Donc, il y a des partenaires qui sont en même temps des concurrents, mais un concurrent peut et doit devenir un partenaire dans une dynamique européenne. C'est ça qu'on retient dans votre proposition, ce sont les partenariats possibles. Vous voulez réagir? Je vous donnerai la parole juste après pour finir sur la Je ne voudrais pas qu'on monopolise effectivement le temps de parole, mais je ne veux pas effectivement, attention, Baden-Württemberg, Lombardie et Catalogne sont clairement les 4 moteurs pour l'Europe. Donc les 4 moteurs Rhône-Alpes, initialement, c'est une entente importante. Je vais aller dans quelques semaines à Stuttgart, justement pour effectivement la présidence Valence entre cette association, qui représente 36 millions d'habitants, 10% de PIB, et qui nous permet d'avoir un poids politique important de lobbying auprès des différents commissaires européens, puisqu'effectivement, avec ce poids-là, nous avons pu effectivement permettre la sanctuarisation de tous les fonds de cohésion en lien avec les différents commissaires. Par contre, ce qui est très important, c'est de dire quand même, en tout cas pour Auvergne-Rhône-Alpes, il ne s'agit pas de se comparer ou de se classer, mais effectivement, on fait partie effectivement des meilleures régions, particulièrement en France, qui ont su consommer effectivement les fonds européens, parce qu'il y a beaucoup effectivement d'Europe bashing, donc possiblement nous avons des divisions différentes sur l'Europe, et je pense qu'il ne faut peut-être pas aller plus loin dans ces discussions-là, parce que nous allons être peut-être dans une vision plus politique de cette année 2019. En tout cas, je pense que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient laboratoires de recherche, qu'ils soient pôles de compétitivité, qu'ils soient entreprises, qu'ils soient universités, nous avons intérêt à agir ensemble pour unir nos forces en lien avec nos partenaires européens, pour mobiliser et faire effet levier sur cette stratégie financière européenne, puisque globalement, quand on se compare par rapport à d'autres régions, eh bien effectivement, il faut qu'on puisse d'abord utiliser cet argent européen, puisque je rappelle que la France, avec le Brexit, deviendra le 2e contributeur
agriculteurs, et que cet argent fait effet levier sur l'ensemble des projets. C'est valable d'ailleurs dans tous les champs d'activité, mais c'est particulièrement vrai sur le champ de la recherche, pour pouvoir effectivement faire effet levier, où on peut cumuler, grâce au dispositif souffle des régions, et bien de pouvoir avoir de l'argent régional, de l'argent européen, de l'argent de l'État, pour pouvoir mener à bout les projets d'intérêt généraux. Bien, merci beaucoup. On entend bien ce que vous dites et c'est important. Alors pour terminer sur l'aspect géographique de ce territoire, on a eu la région, on a eu Lyon, on a eu le mot de Madame Trier-Lenoir. Patrick Lévy, vous êtes le seul ici à représenter Grenoble. J'aurais dû peut-être vous donner la parole plus tôt. Vous êtes, je rappelle, hein, vous êtes pneumologue et président de l'Université de Grenoble. On passera aux industriels après. Les axes fondamentaux de cet écosystème de Grenoble, quels sont-ils? On sait qu'il s'appuie sur des sciences dures, sur plus scientifiques. Quels sont les secteurs de pointe sur lesquels on peut compter? Peut-être un petit mot juste de liaison en fait entre ce qui vient d'être dit et ce que je vais expliquer après. Je pense que ce qui est important, et Georges Kepenekian l'a très bien fait d'ailleurs, c'est de voir d'où on vient en fait, pour comprendre finalement où on va aller. C'est important de connaître nos racines. Et les racines grenobloises, en fait, elles sont, du point de vue de la santé, assez simples. Elles se sont construites depuis pas mal de temps sur une interface entre ce qu'on appelle les sciences dures, la physique, Véronique a évoqué aussi évidemment les nanotechnologies, mais plus globalement, toute une série de gens ont beaucoup œuvré pour que la santé et les sciences dures se rapprochent. Et ça a été fait, et d'une certaine façon, le résultat aujourd'hui n'est pas que celui-là, mais il est aussi le fait que quand on veut faire des technos pour la santé, c'est sûr que c'est mieux, évidemment, de comprendre ce qu'est le numérique, ce que vont être les composants qui vont permettre de faire des systèmes embarqués, etc. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas de surprise au fait qu'on soit très complémentaires de Lyon, d'une certaine façon. Alors, bien sûr que Véronique parlait, par exemple, de la cancéropole, bien sûr qu'on participe à ça, on participe à beaucoup de choses qui sont aussi coordonnées par exemple le pôle, on est très présent dans des domaines comme l'infection, mais notre spécificité va être effectivement plus sur des aspects où on va combiner des aspects de type système physique, de type numérique. Aujourd'hui par exemple, on a une labellisation très probable, puisqu'elle est maintenant dans une phase quasiment finale comme Institut d'intelligence artificielle. Évidemment, c'est quelque chose dans lequel l'ensemble de la région ne va pas contribuer, et on est assez content de faire ça parce que d'une certaine façon, c'est une bonne concrétisation de choses qui ont été montrées par Louis Noël, par Louis Veil, par Louis Merlin, par aussi un de mes prédécesseurs qui s'appelait Michel Soutif, et tous ces gens-là ont fait ça, ils ont voulu cela. Et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Alain Mérieux, moi j'incite quand même à la fois à ce qu'on soit content de ce qu'on fait, et qu'on fasse ce qu'on fait. Et aujourd'hui est une bonne occasion, mais aussi qu'on soit assez prudent, parce que les gens avec lesquels nous sommes en concurrence ne sont pas les régions européennes. Bien sûr qu'il faut qu'on soit très présent au niveau européen, mais je pense que Véronique a raison. Aujourd'hui, on a quand même à se rendre compte des investissements qui sont faits, par exemple, dans le champ des biotechnologies et des sciences de la vie, ailleurs, dans le sud-est asiatique, ou dans d'autres pays, y compris dans des pays qui n'étaient peut-être pas des ténors il y a quelques années. Donc, d'une certaine façon, les positions que nous prenons, que ce soit ce qui est était très bien expliqué pour Lyon, mais globalement en Auvergne-Rhône-Alpes, sont fondamentales pour la suite. Mais encore une fois, c'est une course dans laquelle nous sommes engagés, qui est extrêmement compétitive. Et si on prend un exemple que je connais un peu, parce que j'ai piloté ça pendant quelques années pour le CHU de Grenoble, qui est la recherche clinique, on ne peut pas dire que la France soit exceptionnelle en recherche clinique. On peut même dire qu'elle a beaucoup de progrès à faire. D'ailleurs, peut-être des simplifications réglementaires aussi, mais enfin ça, je dis ça au passage. Donc, d'une certaine façon, le potentiel existe, mais il ne faut pas nous reposer trop sur nos lauriers. Est-ce que d'un point de vue géographique, vous étant à Grenoble, d'un point de vue purement géographique, vous... Oui, les montagnes. Oui, non, je parle de l'attractivité économique. Est-ce qu'il y a véritablement une visibilité Alors, oui, enfin, c'est une question évidemment importante. Nous n'avons pas... même si on est très content, par exemple, que Biomérieux soit à Grenoble, c'est tout à fait important. Et d'autres entreprises du secteur strict de la santé, telles que Georges l'a évoqué tout à l'heure, ce qui est directement hérité en fait de l'industrie pharmaceutique ou chimique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous discutez avec des industriels comme ST Micro, ce dont ils vous parlent, c'est des usages. Et les usages, en fait, ils sont très, pas tous, mais beaucoup sont dans le champ de la santé. Et donc, du coup, quand on parle finalement des développements très centrés autour d'un nano, de la microélectronique, on parle aussi des usages de santé. Et donc d'une certaine façon,
on se sent peut-être à l'étroit autour des montagnes, enfin, entre les montagnes, mais pas tellement en termes de développement économique, parce que beaucoup des grands acteurs sont aujourd'hui, et le numérique, je n'ai pas suffisamment mentionné ça, mais aujourd'hui les acteurs du numérique, enfin tout le monde le sait, sont des acteurs majeurs de la santé de demain. C'est ce que disait aussi Georges Képénékian tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle dont vous avez parlé tout à l'heure aussi en introduction. C'est vraiment demain, mais je crois qu'il y a une table ronde qui est consacrée après à ce secteur-là. Je vais vous passer la parole à Éric Lambert. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Boehringer Ingelheim a acquis en 2017, si je ne me trompe pas, la branche santé animale de Merial. Et finalement, la première question que l'on peut se poser, vous, géant pharmaceutique allemand, pour des investisseurs étrangers, pourquoi Lyon? Pourquoi ne pas avoir pris, par exemple, la moelle épinière de Merial et l'avoir transposée, ou je ne sais pas comment dire, amenée en Allemagne? Alors, effectivement, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis dans le groupe Merial depuis longtemps, et puis il y a 2 ans, on a rejoint le groupe Boehringer, et effectivement, on s'est posé la question, qu'est-ce que Boehringer va faire à Lyon? Et le groupe, et je vous donnerai des exemples tout à l'heure, a continué d'investir de façon extrêmement massive sur Lyon. Ce qui n'était pas donné au départ, puisque l'acquisition c'était un fait donné, mais les décisions d'investissement que j'évoquerai tout à l'heure, elles ont été extrêmement significatives pour nous. Alors je pense que c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est ce qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà évoqué, c'est le fabuleux héritage industriel qu'il y a dans cette région. Georges Képénékian évoquait tout à l'heure la première école vétérinaire. Tout le monde sait que le vaccin, c'est Pasteur qui l'a développé. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que c'est ici, dans la ville de Lyon, que l'industrialisation du vaccin, avec effectivement la famille de M. Mérieux, a été développée. C'est un héritage qui est extrêmement extraordinaire pour nous. Moi, je suis très sensible à cet héritage industriel. Il se trouve que nos actionnaires aussi, qui sont une famille qui détiennent cette société depuis longtemps, c'est quelque chose qui a été important. Pourquoi? Parce que cet héritage industriel, ça signifie pour nous des compétences, et ce qu'on recherche avant tout, ce sont des compétences. On a besoin de faire tourner nos usines, on a besoin de développer des produits, et ça passe par des recrutements qui sont importants. On va recruter 150 personnes en industriel sur les 2-3 années qui viennent. J'en parlais tout à l'heure, et c'est un enjeu qui est extrêmement important pour nous. L'autre raison pour laquelle je crois qu'ils ont continué à investir de façon si sensible, c'est parce qu'il y a une mobilisation des acteurs, et pareil, plusieurs d'entre vous l'ont mentionné tout à l'heure. Il ne s'agit pas de vivre non seulement sur son vécu, sur ce qu'on a, et Dieu sait que cet héritage il est fabuleux, mais c'est de continuer à mobiliser, et je pense qu'il y a un enjeu important, puisque effectivement, vous l'avez mentionné, les décisions d'investissement qu'on a prises sur Lyon, on s'est vraiment posé la question, et quand je veux dire vraiment poser la question, on a étudié de très près, les États-Unis, l'Allemagne, Singapour, d'autres régions, c'était pas donné, c'était absolument pas donné qu'on vienne mettre 200 millions d'investissements sur Lyon. Il y a eu une mobilisation, et moi j'ai vécu depuis des années et des années, sur ce qu'on fait sur ce quartier, sur ce qui a été fait sur le biodistrict, c'est quand même assez fabuleux. Moi qui là depuis 20 ans, ce qu'on a vu pousser en termes d'instituts de recherche, en termes d'éducation, en termes de développement industriel, c'est fabuleux. Pour donner un exemple, pour convaincre nos actionnaires de continuer à investir ici, on les a fait venir, c'était au tout début de notre mariage. En 10 jours, on a mobilisé les instituts de recherche, la métropole, la région, l'ADERLI qui a coordonné tout ça, Biopôle, Bioaster, ils ont tous répondu présent en 10 jours, et je peux vraiment vous assurer que cette façon de travailler ensemble, cette capacité à mobiliser les équipes, cette capacité à se motiver ensemble, qui a été extrêmement significatif dans l'image de compétences, de savoir, d'expertise qu'on a su entraîner. La conséquence de ça, c'est que vous avez ici à Lyon une entreprise qui regroupe à peu près 1500 personnes. Alain Mérieux parlait tout à l'heure des maladies infectieuses, de l'importance du lien entre la santé humaine et la santé animale. On est numéro 2 de la santé animale dans le monde. Un tiers des produits qui sont vendus dans le monde viennent de la France. Un tiers de la production de Boehringer Santé Animale, ça sort de nos usines ici. Et la moitié de notre force de frappe en recherche et développement est ici aussi, à 15 km d'ici, dans un site qui est à Saint-Priest, qui est une usine absolument fabuleuse, qui n'a pas d'équivalent dans le monde, dans le domaine de la santé animale, dont on sait que c'est, en termes de lutte contre les maladies infectieuses, un enjeu extrêmement important. Un dernier point que moi je vais simplement énumérer avant de laisser la parole à François Missili, qui a été gentil, qui a attendu très patiemment son tour. Vous me disiez, quand on a préparé cette table ronde, que les partenariats publics-privés étaient aussi une force
de cet écosystème de notre région. Je voulais juste souligner, puisque c'est quelque chose que vous avez voulu mettre en avant. Et en revanche, on verra tout à l'heure dans un deuxième tour de table comment on préserve tout ça, quelles sont les améliorations possibles, ou en tout cas comment on préserve, parce qu'on entend bien ce que vous dites. Il y a plus qu'une excellence, il y a un vrai dynamisme et il faut tenir. François Misselli, donc merci d'avoir attendu votre tour. Vous avez, Sofimac Innovation accompagne des startups dans des projets de croissance, je le dis très brièvement, vous le direz mieux que moi, et vous avez, je crois, beaucoup investi dans une grande variété de secteurs technologiques, mais plus particulièrement dans celui de la santé. Auvergne-Rhône-Alpes représente 2 fois moins de sociétés de biotechnologie et de medtech que l'Île-de-France. En revanche, c'est la première zone d'investissement, me disiez-vous. Comment est-ce que ça s'explique? Oui, effectivement, alors, nous, dans le domaine de la santé, on est sur un segment assez petit, qui est le financement de l'innovation technologique. Et notamment, on investit beaucoup dans la santé, à peu près 60% de nos investissements sont dans la santé, que ce soit dans la biotechnologie, la pharmacie, les technologies médicales, et aujourd'hui, maintenant, encore plus dans la santé numérique. Et bien entendu, la santé numérique recouvre tous les domaines. On investit également dans toute la France, mais on a un ADN quand même régional, puisque ça fait 40 ans que la société investit en Auvergne et en Rhône-Alpes. Et donc, bien entendu, on a un positionnement privilégié en Auvergne-Rhône-Alpes. Cela dit, on reçoit à peu près plus de 1000 projets d'investissement par an, donc à peu près entre 600 et 700 projets dans la santé. Et on voit que même si la région Auvergne-Rhône-Alpes est moins importante quantitativement que la région parisienne notamment, on reçoit pratiquement autant de dossiers de santé venant de la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'en région parisienne. Ensuite, le ratio est énorme. Voilà, et je dirais qu'ensuite les autres régions viennent très loin derrière. Alors c'est pas un désert non plus, mais c'est évident que la région Auvergne-Rhône-Alpes a une place prépondérante dans l'innovation technologique de la santé. Pourquoi? On l'a dit, il y a un terreau très fertile depuis très longtemps, et également on travaille bien ensemble avec en amont toutes les structures académiques, toutes les structures également type pôle de compétitivité, cluster, incubateur et accélérateur, et ça c'est très important. Nous finalement on ne fait pas grand chose, on apporte de l'argent, c'est important, mais apporter de l'argent s'il n'y avait rien à faire, c'est inutile. Vous me disiez notamment que les expertises qui attirent sur ce territoire étaient celles, on l'a beaucoup dit, des biotech, des medtech, et une qui émerge, c'est l'agritech. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Il y a déjà Céréales Vallée qui existe en Auvergne. Quel est l'avenir de cette Oui, alors il se trouve qu'on a des partenaires historiques, comme je vous l'ai dit, on a des racines auvergnates, donc il y a Limagrin, qui est très impliqué bien entendu dans l'agrotechnique, et on voit depuis quelques temps, et je pense que c'est aussi dû au changement de nos sociétés, avec les problèmes, on parle beaucoup de la viande, des jours sans viande, de l'élevage, et donc de plus en plus on a des projets innovants dans l'amélioration des techniques de l'agriculture. Nous on appelle ça l'agtech ou l'agritech, avec des projets complètement innovants, et on en a pas mal dans la région, et en plus je dirais qu'on a fait des investissements dans l'ouest de la France, et on a fait en sorte qu'ils viennent rejoindre l'écosystème en Rhône-Alpes, parce que c'est tout à fait propice. Juste un point, Boehringer a mis en place un accélérateur dans ce domaine-là, et on a fait venir, enfin on l'a fait venir, vous avez fait venir, mais on a été tout à fait satisfait, et on l'a accompagné, 2 de nos sociétés dans lesquelles on a investi, qui sont une à Paris et une autre en Bretagne, et elles viennent dans l'accélérateur de Boehringer, parce que l'écosystème est très important pour se développer. Vous pouvez nous en parler peut-être un petit peu? Je crois que c'est cet accélérateur, cet incubateur, Éric Lambert, c'est quelque chose d'assez important, donc quand vous l'avez mis en place, vous avez senti qu'il y avait une appétence réelle, et je vous le fais dire parce que ça fait partie, me semble-t-il, de ce dynamisme qui existe dans notre région. Alors, ça fait partie de ce dynamisme, et ça fait aussi partie certainement des enjeux qu'il faut qu'on développe et ce qu'on cherche à faire. Plusieurs d'entre vous déjà mentionné ce besoin d'innovation, effectivement, qui est important. Nous, dans le domaine de la santé, c'est essentiellement, pas que, mais essentiellement
l'innovation de la santé digitale, donc tout ce qui peut être comment est-ce qu'on collecte, comment est-ce qu'on partage, comment est-ce qu'on utilise des données. Il y a beaucoup de façons de les capter, il y a des enjeux digitaux qui sont importants. Ce qu'on constate en France, et c'est vrai à Lyon également, c'est qu'il n'y a pas forcément de façon facile, il y a beaucoup d'idées, et il n'y a pas toujours les structures pour accompagner et développer à un niveau suffisant qui permette vraiment d'arriver à la commercialisation et développement du produit. Bon, moi je suis dans un groupe allemand maintenant, donc je vois que ces structures de grosses PME qui sont plus internationales existent en Allemagne. Ce qu'on cherche à faire, et nous, un des enjeux et un des besoins, c'est d'avoir accès à cette innovation, de développer cette innovation, et on s'est dit, on va essayer de mettre la main à la pâte, on va le faire. On a fait un accord avec une société qui s'appelle Incubator, qui est le leader de l'accélération sur un certain nombre de sujets en France, et donc ça passe par la sélection d'un certain nombre de start-up qu'on accélère de la façon suivante. D'abord, on les accueille dans notre bâtiment, ce qui est sympa pour eux, mais ce qui est aussi sympa pour nous, parce qu'en termes d'échange avec les collaborateurs, ça fait entrer un peu d'air frais, d'idées nouvelles, et c'est sympa. Et puis ça va au-delà de l'accueil, c'est vraiment comment est-ce qu'on les accompagne, soit en termes de mentoring, soit en termes de savoir, soit en termes de partage. Et puis surtout, parce qu'une fois encore, c'est des sociétés qui existent déjà, on en recevra une dans la table ronde tout à l'heure, donc c'est Lily Smart, c'est intéressant de voir comment ça se positionne. Mais ce que nous, on peut faire en groupe, c'est effectivement leur ouvrir les portes à un certain nombre de contacts commerciaux, à l'international notamment. Et vraiment, ça c'est une des pistes auxquelles on tient, c'est que dans ce développement des relations entre petites structures très innovantes et grands groupes qui ont ces moyens de commercialisation, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à développer en France et à Lyon en particulier. Alors c'est une bonne transition pour la dernière partie de cette table ronde. Il nous reste un petit quart d'heure, si je ne veux pas me faire gronder par les organisateurs, et pour pouvoir donner la place à ce qui suit derrière, parce que le programme est dense. Je l'avais annoncé, malheureusement on ne parle pas que des trains qui arrivent à l'heure, et on va aussi peut-être se poser la question, vous venez de lancer des défis de ce qui reste à faire au sein de cette région pour que cette excellence dont on parle, ce dynamisme soit pas uniquement renforcé, mais peut-être même préservé. Qui souhaite démarrer Véronique Trier-Lenoir, parce que tout à l'heure vous n'avez pas été la première, finalement je donne la parole en premier. Quels sont les défis selon vous? Que reste-t-il à faire et que manque-t-il? Moi, j'aurais tendance à appeler de mes voeux une véritable stratégie régionale de santé qui est largement pas embryonnaire, mais qui est qu'on perçoit lorsqu'on entend tous les intervenants. Georges, tu parlais tout à l'heure d'un petit déficit parfois de faire savoir. Peut-être qu'on pourrait, au sein de ce territoire régional, augmenter la lisibilité. Gouverner, c'est souvent choisir. On ne peut pas être excellent partout. On a déjà des grandes thématiques d'excellence. En santé médicale, c'est clairement l'infectiologie, la cancérologie, la nutrition, la prévention, avec des places respectives des grandes métropoles, mais il me semble qu'on peut faire encore mieux en termes de mise en commun des moyens, en termes de jeu collectif, justement pour se positionner vis-à-vis de la concurrence internationale sur vraiment les domaines de force de frappe et d'excellence, aussi bien académiques qu'industriels. Le message est lancé. Yannick Neder, vous vouliez réagir. Votre avis là-dessus? Pas sur ce que vient de dire Véronique. Non, mais c'est complémentaire. Simplement, peut-être faire attention quand on utilise certains termes comme la santé. Attention, je voudrais juste reposer un certain nombre de choses sur la régionalisation et la santé. Faire que la santé reste du domaine du régalien. Et je crois que le rapport qui a été donné au Premier ministre de la Cour des comptes, effectivement, approche justement bien ces domaines de la santé sous l'aspect effectivement de régionalisation. Mais pour compléter ce que disait Véronique, effectivement, gouverner, c'est choisir, mais je compléterai en disant qu'en généralement, choisir, c'est aussi renoncer. Et que je crois qu'il est très clair qu'en termes de santé médicale, soins, effectivement, il va falloir avoir une organisation probablement complémentaire et différente à l'échelon régional. Ça, on sent qu'effectivement, l'ensemble de l'Académie de médecine l'a dit, la Cour des comptes vient de le dire. Donc ça, je pense que cette organisation, on va dire régalienne, de la priorisation de l'excellence et
éviter la superposition des compétences à l'échelon d'une région. C'est quelque part un acte qui va se poursuivre dans l'acte de décentralisation, et quelque part les ARS préfigurent finalement cette régionalisation. Mais ce que je dirais, c'est cette mise en commun et en connaissance des acteurs de la santé, qui sont souvent à la genèse et à l'interface avec le monde industriel, tant sur les projets de recherche qu'avec le monde économique, va naturellement entraîner cette dynamique de travailler, alors je dirais pas en réseau, mais bien dans le cadre de clusters, et on essaye beaucoup de travailler au niveau de l'échelon régional par filière, et effectivement on a fait la filière aéronautique, on fait la filière santé pour pouvoir mettre l'ensemble des acteurs décloisonnés et pour pouvoir porter une vision commune à d'autres financements, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Merci beaucoup. Georges Kepenekian, si on vous pose la même question pour conclure. Oui, écoutez, bien sûr, j'adhère tout à fait à ce qui a été dit sur ces enjeux, mais vous voyez, je pense qu'on est quand même à un moment où il faut après cette première course qui nous met dans une bonne dynamique, je vais dire, on a donné quelques chiffres et on pourrait en donner beaucoup d'autres. Je crois qu'il est temps de redéfinir, tu l'as dit Véronique, une nouvelle stratégie, mais que je qualifierais de santé globale, dont le soin n'est qu'une petite partie. Dans notre pays, nous avons surtout pensé organiser le soin, et on voit bien combien il est difficile aujourd'hui. Tu citais le rapport de la Cour des comptes, on voit bien qu'on est quand même pas que en forme dans notre organisation sanitaire. La santé, c'est les défis environnementaux, c'est les défis du vieillissement de la population, c'est les risques futurs d'épidémie, de ce passage, comme l'a rappelé Alain Mérieux tout à l'heure, de l'animal vers l'homme, le tout dans un cadre budgétaire qui sera définitivement contraint. Cela nous oblige à penser la santé dans sa vision globale, c'est pour ça que je parlais du rôle des cités, où des choses peuvent se mettre en place. Et là, ça veut dire que tout ce qu'on a fait, le partenariat, la place des usagers, de ceux qui sont des utilisateurs. Vous voyez, on s'est posé la question à la métropole, à quoi les habitants, les 1 300 000 pour parler que de la métropole, peuvent ressentir qu'ils sont dans un territoire qui est privilégié pour leur santé. Ben, je vais vous dire, on commençait par vous dire l'air qu'on respire est très pollué, donc Patrick, tu es bien d'accord, donc c'est pas terrible, quoi. Nous, on peut être satisfait de tout ce qui s'est fait en termes de déploiement, encore faut-il que les usagers, je dis usagers, on pourrait dire toutes les autres formules qu'on peut utiliser, ont besoin de comprendre que leur alimentation, que leur manière de respirer, l'eau qu'ils boivent, enfin bref, le bien-être de la ville, parce que, on a dit, c'est social, c'est comment, hier, on déroulait le plan pauvreté, c'est quoi la question de la santé dans le plan pauvreté? Bref, ces questions sont pour moi, aujourd'hui, non plus de parler paradoxalement de santé, mais peut-être des sciences du vivant. Patrick Lévy l'a dit, il y a toutes les autres contributions des autres sciences que nous devons appeler autour de nous, et je plaide, moi, pour qu'il y ait vraiment, fort de tout ce qu'on a fait, une vraie réflexion des politiques, bien entendu, et je crois qu'il faut que les collectivités, en dehors du principe régalien, bien entendu, mais localement, nous avons pas seulement attendu que l'État nous dise ce qu'il fallait faire, cela a été fait dans cette région. Je crois que nous avons besoin de nous poser, de dire avec le capital que nous avons constitué, comment nous voyons les 20 ans, les 30 ans à venir et vers quoi nous allons nous orienter, encore une fois, pour une santé globale, un meilleur équilibre, encore une fois, aussi sur les questions sociales. On ne peut pas les laisser de côté. La bonne santé, si je gardais ce terme, ne peut pas se concevoir. Vous voyez, si vous avez, je ne vais pas prendre tout le monde comprend ce que je veux dire. Alors, les outils existent. Nous venons de lancer la phase 4 de Lyon Biopôle qui va se concentrer sur l'accélération, la stimulation des innovations, créer, développer encore une fois cet écosystème en développant des liens et pas seulement à l'intérieur de l'écosystème mais bien au-delà, tu l'as dit Véronique. Je crois qu'il y a des régions, des territoires qui sont en train de nous tailler des croupières.
je dirais que l'excellence, c'est aussi, je ne peux pas ne pas citer ici dans cette enceinte la démarche de l'IDEX, qui est aussi un autre élément apporteur de la recherche académique quelque part. Et faisons attention, il faut attirer de nouveaux talents dans ce territoire, parce que les talents aujourd'hui sont tentés d'aller ailleurs, parce que les modes de développement peuvent être plus attractifs. Nous avons à prendre en compte tout cela, et je le dis, tous ensemble, parce que ça nous concerne tous. Bien, merci pour ce cri du cœur, à la fois personnel et après cette parole politique importante. Messieurs, François Micelli, d'un point de vue purement économique, investissement, puisque c'est votre zone à vous, que manque-t-il? Oui, je vais être un peu plus trivial. Vous parliez du capital humain, capital des infrastructures. Je vais parler du capital financier. On parle beaucoup d'innovation. En France, on est très fort pour innover, surtout à la sortie des laboratoires publics. On est très fort pour créer des startups. On est beaucoup moins fort pour créer des ETI. Et j'en veux pour preuve qu'on a de très très bons chercheurs, très bons ingénieurs. On arrive à développer des entreprises jusqu'à un certain stade qui n'est pas très avancé. Et puis, j'en veux pour preuve, même des laboratoires pharmaceutiques français font des acquisitions, non pas en France, ou font des partenariats, non pas en France, mais aux États-Unis. Pourquoi? Et je ne fais pas l'apologie des États-Unis, mais c'est un fait. Et aujourd'hui, c'est les États-Unis, demain, ce sera probablement la Chine. C'est que les sociétés sont extrêmement mieux capitalisées dans ces pays-là, dans ces zones-là. Moyennant quoi, elles ont les moyens de se développer de façon plus rapide, elles ont les moyens de se tromper. Quand on a de l'argent, on peut se tromper, on peut apprendre de nos erreurs et se redévelopper. Alors qu'en France, malheureusement, ils ont juste l'argent pour se développer selon un plan qu'ils ont présenté. Si ce plan dévie, c'est fini. Donc, on a énormément besoin de développer les capitaux pour accompagner les entreprises le plus loin possible. Aujourd'hui, je suis désolé de voir que toutes les entreprises de biotechnologie en France aujourd'hui, c'est quoi leur ambition? C'est d'une part se faire racheter par un labo américain, ou bien entrer en bourse au Nasdaq à New York. Et malheureusement, ou heureusement, il y a quelques années, le gouvernement français a développé le Fonds national d'amorçage, qui était pour stimuler l'amorçage dans les sociétés innovantes. Il y a eu énormément d'investissements dans l'amorçage, je crois, je n'ai pas les stats, mais le premier plan était de 400 millions, le second est de 400 millions également. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a un vrai problème parce qu'il n'y a pas suffisamment de capitaux pour aider les sociétés dans des phases plus matures. Merci beaucoup. L'argent étant le nerf de la guerre, il fallait quand même bien le dire. Éric Lambert, pour vous, comment est-ce qu'on fait pour préserver, me disiez-vous, si pas améliorer cet écosystème? Alors je suis tout à fait ce que vous venez de dire, le capital financier, moi ce qui me tient à cœur c'est le capital humain également, et on a un besoin de formation qui est extrêmement important. Alors, formation, quand je dis formation, tout le monde, y compris à l'étranger, s'accorde à dire que notre niveau de formation, de recherche scientifique, académique en France est extrêmement élevé. Mais une fois encore, ce dont on a besoin, et Lyon est extrêmement bien placé pour ça, c'est l'emploi industriel. On est une des toutes premières métropoles industrielles de France, on a une tradition absolument extraordinaire. Maintenant, moi ça me fait mal au cœur de voir qu'on a 4 millions de chômeurs et qu'on n'arrive pas, et c'est le cas maintenant de nos entreprises dans le domaine de la pharmacie aussi, à recruter dans le domaine industriel. Donc les formations on les a, le niveau de la compétence on les a, on a encore une fois des institutions, des établissements de formation qui sont extrêmement performants, on n'arrive juste plus à attirer nos jeunes, et je crois qu'on a un gros effort d'attractivité. Georges Kepenikian parlait d'attractivité tout à l'heure, mais je crois que c'est le cas aussi pour donner envie de venir sur nos métiers et accompagner ces formations. Moi une fois encore je suis en train de découvrir l'exemple allemand avec l'apprentissage. L'évolution législative en France nous pousse vraiment entreprises à aller dans ce sens-là, et il faut absolument que établissements de formation supérieure et entreprises privées, on arrive à travailler ensemble pour constituer des formations et donner envie à nos jeunes de venir rejoindre nos entreprises. Merci, parce que ce sont vraiment des sujets différents, donc très intéressants. À vous le mot de la fin sur voilà, la même chose. Quelles améliorations, que manque-t-il? Et comment faire? Je pense que beaucoup de choses ont été dites qui sont très intéressantes. D'ailleurs, je vais juste aborder deux aspects. Un aspect qui a été évoqué par différents intervenants, notamment Georges Kepenikian. En fait, aujourd'hui, la conception de la santé qu'on a, à la fois dans son organisation, mais aussi dans sa recherche, c'est vraiment quelque chose de pluridisciplinaire. Et ces différents aspects-là, c'est-à-dire par exemple,
Quand vous traitez aujourd'hui le diabète de type 2, si vous ne traitez pas la question de l'accès aux soins, c'est pas la peine d'essayer, ça ne marchera pas. Et on le sait depuis très très longtemps. Donc tous ces aspects-là doivent être abordés, et à la fois, je dirais, si on pouvait le faire à la fois sur le plan de la recherche, mais aussi sur le plan de l'expérimentation en vraie grandeur, parce qu'au fond, beaucoup de choses sont faites sur les systèmes de soins, sur ce qui peut être amélioré, mais à un moment donné, il faut quand même rentrer sur la vraie vie. Et ça, il y a peut-être des choses à faire, à la fois sur le plan réglementaire, j'évoquais tout à l'heure, mais aussi peut-être sur des aspects expérimentaux. Par exemple, les CHU, les territoires de santé, pourraient être associés plus concrètement à ces aspects d'expérimentation d'usage. La deuxième chose que je veux dire, et évidemment c'est une conclusion, peut-être vous attendez de ma part, je coordonne l'initiative d'excellence grenobloise, et évidemment pour nous c'est très important que et Clermont, et Lyon, et Grenoble puissent être des territoires d'excellence, c'est tout à fait essentiel pour l'équilibre, mais ce que je veux dire, et ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est que garder aujourd'hui les meilleurs talents sur nos territoires, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué parce qu'il faut améliorer un certain nombre de choses, y compris sur le plan de ce qu'on appelle les ressources humaines. Moi, je fais partie d'un groupe avec les parlementaires dans le cadre de la loi de programmation de la recherche. J'espère que nous pourrons proposer des choses qui nous permettront d'être plus attractifs. Parce que l'attractivité, évidemment, c'est les montagnes, éventuellement, c'est le potentiel scientifique, mais c'est aussi les conditions dans lesquelles on peut employer les gens et leur donner un futur. Donc c'est aussi une des conditions fondamentales de développement de nos territoires. Et que cette fuite de cerveau soit à minima pour nos Français. Merci beaucoup à tous les 6, véritablement, de votre expertise, de votre vision, de votre participation. Je vous libère. Merci à tous. Alors désolé, on a terminé sur des points peut-être un peu négatifs, mais pas